Bonjour. Dans cette vidéo, nous regardons à la question comment peut-on savoir si on a fait assez de tests. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, on a fait de black box tests. Ça veut dire quoi? On a écrit des tests sans regarder le code qu'on veut tester. Okay? Par exemple, dans d'autres vidéos, quand j'ai écrit le test pour la fonction min, je n'ai pas analysé le code de min pour écrire mes tests. Je sais que la fonction min calcule le minimum de deux nombres et j'ai écrit un test pour vérifier ça. Je n'ai pas analysé le code de min ligne par ligne pour voir, il y a un test intéressant qu'on peut faire ici. Non. On appelle ça un black box test, un test sans regarder le source code d'un programme. Bien sûr, faire un black box test est difficile parce que, par exemple, pour mon exemple, le division X, ok, je peux tester avec des nombres, je peux tester, mais comment puis-je savoir s'il n'y a pas une combinaison de données où le programme ne fonctionne pas. Par exemple, pour A égale à cette valeur-là, et B égale à moins 45 000, tralala. Ok. Pourquoi? Peut-être dans le code de division X est assez compliqué. Il y a un cas spécial où la division ne marche pas correctement. Peut-être. Dans cette situation, ce serait bien si je pourrais regarder dans le code, dans le source code du programme que je vais tester. Et ça, on appelle ça un white box test. Et bien sûr, ce que j'espère est, en regardant le source code, je peux comprendre mieux quelle sorte de test je dois faire pour vérifier que le programme est correct. Ok? Prenons encore une fois l'exemple de la fonction min. Hein, avec une erreur ici, vous voyez, ce n'est pas correct. La fonction min ici retourne toujours A, jamais B. Imaginons quelle sorte de test je dois écrire pour trouver cette erreur ici. Le domaine des entrées, comme j'ai déjà dit, c'est Z fois Z. Et maintenant, si je choisis 3 et 5 comme argument, résultat est 4, et je pourrais dire, ok, réussi. C'est correct, mais bien sûr pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié un cas. Vous voyez, avec A égale à 3 et B égale à 5, je n'arrive jamais dans cette ligne de code ici. Et en général, maintenant la question est comment je peux assurer que mes tests que je fais couvrent tous les situations possibles dans le code que je vais tester. Et bien sûr, je demande cette question parce que un test peut seulement trouver une erreur dans un programme si la valeur que j'ai choisie comme mes données d'entrée arrive dans la ligne qui contient l'erreur. Ok? Je crois que c'est assez évident. Et pour un programme comme la fonction min ici, c'est assez simple. Mais imaginez un programme plus compliqué, avec beaucoup de if, avec des boucles forts, une fonction qui appelle d'autres fonctions. Vous voyez que ça devient assez vite très compliqué d'écrire des tests qui couvrent toutes les situations possibles. Mais il y a des méthodes pour travailler un peu plus systématiquement. Et une méthode que je vais vous montrer s'appelle le Control Flow Graph. Okay? C'est un outil, on pourrait imaginer. En français, c'est un graphe de flot de contrôle. Un graphe avec des nœuds et des arêtes. Ok, prenons encore une fois cet exemple ici, la fonction min. Et maintenant, je veux vous montrer le Control Flow Graph, le CFJ de ce programme. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme? On a une situation, et j'appelle ça le nœud 0, ici.
où on fait un test dans le programme. Vous voyez, au début, on fait un test dans cette fonction, si A est moins que B. Et basé sur ce test, on a deux possibilités. Okay? On va ici dans les if ou dans les else. Et je peux exprimer ça dans mon graphe avec deux nœuds pour les deux cas. Maintenant, le programme n'est pas correct et dans les deux cas, je mets m égale à a, bien sûr. Mais en général, bien sûr, les deux cas ne sont pas identiques. Ok. Ça veut dire que ce graphe-là représente comment l'exécution traverse le programme. Okay. Et il y a deux possibilités. Et pour ça, on a ici les deux nœuds 1 et 2. Et bien sûr, à la fin du programme, vous voyez un return m. Ça veut dire à la fin, les deux nœuds se rencontrent dans le nœud 3 qui représente le return m. Okay. Et la chose géniale est maintenant que je peux utiliser le control flow graph pour construire des test cases. Okay. Parce que, recommençons avec le test que j'avais fait. Avec A égale à 3 et B égale à 5. Vous voyez, si je regarde le control flow graph, je vois que le programme traverse les nœuds 0, parce que A est moins que B, il va au nœud 1, et finalement au nœud 3. Ok? Et vous voyez, mon test ne visite jamais le nœud 2. Et ça, c'est pour moi une indication qu'il y a un test qui manque. Et comment puis-je arriver au nœud 2 en choisissant d'autres nombres initiaux? Attendez, c'est un B ici, bien sûr. Si je choisis A égale à 5 et B égale à 3, vous voyez cette fois, quel est le chemin que je prends dans le control flow graph? Cette fois, celui-là. Et vous voyez, avec ces deux tests-là, j'ai trouvé des chemins dans le control flow graph qui couvrent tous les nœuds. Et ça veut dire, mathématiquement, on dit, j'ai reçu ici, où j'ai arrivé à une couverture des instructions à 100%. Okay? J'ai couvert tous les nœuds. Maintenant, c'est un programme assez simple avec un control flow graph très simple. Et je peux aussi construire des control flow graph qui sont plus compliqués. Okay? Et je vous montre maintenant, vous voyez le control flow graph pour une fonction qui contient un boucle for. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le nœud où je départ, c'est celui-là. Okay? Qu'est-ce que le nœud fait? Le nœud représente les premiers deux instructions qui sont dans ma fonction. Et vous voyez, au début, qu'est-ce que le programme fait? La fonction fait? Il initialise sum égale à 0. Et la deuxième chose, c'est ici. Initialise i égale à 1. C'est la première chose que la fonction fait. C'est représenté dans le nœud 0. Et puis, j'ai un nœud 1 qui représente le test que le boucle for fait. Parce que vous savez, bien sûr, chaque fois que je fais une itération dans une boucle for, il y a un test qui vérifie si, dans ce cas ici, si i est encore moins que longueur de ce champ ici, le champ x, ou c'est i est égal au plus grand. Et ça, c'est représenté ici dans les deux arêtes ici. Ça veut dire qu'on a deux possibilités dans le boucle for ici. Si i est moins que la longueur, ça veut dire que la boucle for continue. Et qu'est-ce que ça veut dire continuer boucle for? Ça veut dire exécuter ce qu'il y a dedans. Dans le boucle for, c'est cette instruction ici. Et si bien sûr, parce que maintenant je démarre la prochaine itération, je dois aussi faire l'incrémentation ici de i. Et ça, c'est représenté dans
dans le deuxième nœud. L'autre alternative est que je suis arrivé à la fin du boucle for. Ça veut dire j'ai la condition i est plus grand ou égal à la longueur. OK? Ou longueur. Et ça veut dire que dans ce cas-là, je finis la méthode qui est représentée ici par le nœud 3, par le return. OK? Prenez votre temps, arrêtez peut-être la vidéo maintenant et regardez et vérifiez que vous comprenez vraiment que le control flow graph que j'ai montré ici à droite est vraiment une représentation comment l'exécution de cette fonction à gauche traverse les instructions dans le programme. Vous remarquez deux choses ici. Il y a parfois des nœuds qui contiennent plusieurs instructions, comme ce nœud-là ici, et le nœud 2 aussi. C'est parfaitement possible, parce que dans un control flow graph, nous nous intéressons seulement pour les choses qui changent le comportement du programme. Le boucle for, le if. Hein. Les choses qui sont comme des simples instructions, comme ici, ils restent ensemble. Ils forment, on appelle ça un basic block. Okay? Sans changement de contrôle dans le programme. Okay? Ils sont simplement exécutés en séquence. Et vous voyez aussi dans ce control flow graph, parfois il y a des nœuds, comme le nœud numéro 1, qui ne contiennent pas d'instructions. Okay? Parce que ce nœud ici représente simplement une décision. La décision du boucle for de continuer ou de ne pas continuer. C'est parfaitement possible. C'est une. OK. OK. Avant de maintenant continuer, regardez encore une fois le control flow graph et essayez de comprendre. Parce qu'en basé sur ça, on va continuer maintenant sur le slide suivant. Dans l'exemple que j'ai montré, on a fait 2 tests et on a arrivé à couvrir tous les nœuds. On a les 100% node coverage. Est-ce que ça veut dire que le programme est correct? Si on a fait des tests avec 100% de node coverage. Regardez à ce programme ici, qui n'est pas correct. Hein. Vous voyez, il y a clairement quelque chose qui manque dans cette implémentation de la fonction min. Il n'y a pas de else. Je montre ici le control flow graph qui est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de else. Et vous voyez ce control flow graph, je peux le couvrir avec A égale à 3 et B égale à 5. Pourquoi? Parce qu'avec le cas A égale à 3, B égale à 5, qu'est-ce que mon programme fait? Il traverse le nœud 1, le nœud 0, nœud 1 et nœud 2. Et comme avant, j'ai réussi à couvrir tous les nœuds. Mais bien sûr, le programme n'est pas correct. Et comment je peux voir ça? Parce que oui, j'ai couvert tous les nœuds, mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas couvert tous les chemins qui sont possibles dans mon programme. Vous voyez ce chemin ici n'était jamais traversé ou visité. Ça veut dire au lieu de... Notre but n'est pas d'avoir 100% node coverage. En général, si on fait des tests, notre but est de couvrir tous les arrêts. OK? Et bien sûr, ça veut dire que nous devons choisir nos test cases, c'est-à-dire les valeurs, les arguments de la fonction min, pour couvrir tous les tests, tous les chemins possibles, tous les arrêts. OK. Maintenant, est-ce que c'est assez? Si j'arrive à faire des tests avec 100% edge coverage, couvrir les edges, est-ce que ça veut dire que finalement le programme est correct? Regardons un autre exemple. Ce programme ici, qui doit calculer la somme des nombres 1 à n. Mais
encore une fois, le programme n'est pas correct. Vous voyez ça ici, il n'y a aucune somme qui est calculée. Il y a simplement cette instruction ici. Quelque chose n'est pas correct, clairement. Et je vous montre le control flow graph ici. OK. Peut-être arrêter la vidéo maintenant encore pour quelques secondes pour vérifier que vous comprenez que le control flow graph que j'ai montré ici, c'est correct. C'est vraiment le control flow graph de ce programme à gauche. Et maintenant, prenons un test. Testons le programme avec n égale à 0. Et vous voyez, ça veut dire quel est le chemin parcouru dans ce graphe-là. C'est celui-là. OK. Et vous pouvez vérifier, pour ce code-là, le résultat est correct. Somme égale à 0. Ce que je veux avoir avec n égale à 0. Maintenant, je peux faire un deuxième test avec n égale à 1. Et quel est le chemin cette fois? On passe à nœud 1, nœud 2, on fait une itération, OK, et on est fini. On a fini ici et on arrête. Et cette fois ici, le résultat est correct, somme égale à 1. Vous pouvez vérifier pour n égale à 0, n égale à 1, ce code ici donne les résultats corrects. Et maintenant, vous pouvez dire, oh super, j'ai couvert tous les edges, tous les arrêts, et 100% edge coverage, ça veut dire mon programme va être correct. Bien sûr, le programme n'est pas correct. Et pour n égale à 2, n égale à 3, les résultats, le fonction ne donne pas le bon résultat. Ça veut dire, edge coverage et node coverage, 100%, ne sont pas assez, ne sont pas suffisants pour garantir que votre programme est correct. Maintenant, vous pouvez voir, OK, qu'est-ce que je dois faire pour garantir que mon programme est correct? Ce que nous voulons avoir, nous voulons path coverage, couverture des chemins d'exécution. OK? Et prenons encore une fois notre programme pour la sommation qui n'est pas correcte. Vous voyez, il n'y a pas d'application de somme quelconque. Et maintenant, regardons quels sont les chemins pris dans le programme par l'ordinateur. Pour n égale à 0, le chemin est celui-ci. Pour n égale à 1, le chemin est celui-ci. OK, vous voyez. Voilà. Et attendez, je vais effacer un peu ça. Et pour n égale à 2, quel est le chemin parcouru? Une itération, une deuxième itération, et finalement, on a fini. OK? On arrive à 2, 3. Et maintenant, ça peut continuer comme ça. Ça c'est vraiment le problème avec faire un path coverage, couverture des chemins. Si vous êtes capable à vérifier tous les chemins possibles dans votre programme, vous pouvez montrer que votre programme est correct. En pratique, c'est rarement possible. Parce que même pour ce programme simple ici, vous voyez, vous devrez tester le programme pour n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, parce que chaque n donne un autre chemin. OK. Bien sûr, il y a des chemins, comme n égale à 2, n égale à 3, où les mêmes nœuds sont visités plusieurs fois, mais ce sont des chemins différents. OK. Ça veut dire, en pratique, souvent, on essaye de trouver un compromis. Ça veut dire, on fait ou bien seulement de node coverage, ou de edge coverage, ou on teste aussi quelques chemins. Okay. Comme j'ai déjà dit, rarement c'est possible de tester tous les chemins possibles. Okay. C'est une limitation des tests. Okay. Désolé. Vous devez faire attention. Parfois, c'est même pas possible de tester tous les chemins possibles dans le control flow graph.
regardez ce programme ici. Si x est moins que 0, on met y à 1. Si x est plus grand que 0, on augmente z par 1. Incrémentation. Maintenant, vous voyez, attendez, je vais vous montrer le control flow graph, qui est celui-là. Et vous voyez, bien sûr, il y a une contradiction ici. Ça, c'est x moins que 0, et ça, c'est le code pour x plus grand que 0. Ça veut dire qu'il est théoriquement pas possible que vous pouvez écrire un test qui parcourt tous les chemins dans le programme. Vous pouvez écrire un test pour x égale à 0, moins que 0, qui prend ce chemin ici, dans le code. Yeah. Ça, c'est pour, si vous choisissez, par exemple, x égale à moins 1. Et bien sûr, vous pouvez aussi prendre un chemin dans le code, un autre chemin, si vous choisissez x plus grand que 0, par exemple, x égale à 5. Et dans ce cas-là, vous prenez ce chemin dans le code. OK? Mais il est mathématiquement impossible que vous preniez ce chemin ici. OK? Ça veut dire, en général, c'est parfois ou souvent pas possible d'écrire des tests qui couvrent 100% des chemins. Ce qu'on fait en pratique, on ne dit pas je couvre 100% de chemins qui sont théoriquement possibles. Ce que je veux avoir, c'est je veux couvrir 100% des chemins qui sont actuellement atteignables, reachable path dans mon programme. Ok, n'oubliez pas ça. Ok, n'essayez pas d'écrire des tests qui ne sont pas possibles, qui ne sont jamais exécutables. Ok, un petit test pour vous. Répondez oui ou non pour ces deux questions ici. Arrêtez le vidéo ou revisitez les slides que j'ai déjà montrés. Les solutions pour ces deux questions sont sur le transparent suivant. Première question, est-ce que si j'ai 100% de couverture des arêtes, est-ce que ça veut dire que j'ai aussi 100% de couverture des nœuds? Et l'autre est, si j'ai un programme sans boucle for, sans boucle while, est-ce que c'est possible de tester tous les chemins possibles dans un control flow graph? Arrêtez la vidéo ou revisitez le slide que j'ai déjà montré. Ok. Quelles sont les réponses? Première question. Oui, c'est correct. Si j'ai testé tous les arêtes, si j'ai couvert tous les arêtes dans mon control flow graph, ça veut dire aussi que ça implique que j'ai aussi visité tous les nœuds. J'ai couvert tous les nœuds. L'autre question, dans un programme sans boucle, est-ce que c'est possible de faire des tests qui couvrent tous les chemins? En général, non. Parce que comme j'ai montré, il y a deux slides, que j'ai montré que parfois un programme contient des chemins qui sont pas exécutables, où il n'y a pas de test qui couvre ce chemin, un reachable path. Ok. Maintenant pour les exercices, il y a un exercice sur Ingenious où on vous demande de faire des tests pour obtenir 100% de couvrage des nœuds ou des arêtes. Pour ça, Ingenious utilise un outil qui s'appelle Jacoco. C'est un outil pour faire des coverage tests. Et Jacoco, c'est un outil que vous pouvez utiliser vous-même aussi. Bon, vous pouvez visiter le site web de Jacoco et vous pouvez le télécharger, cet outil. Jacoco imprime deux résultats qu'on applique sur un test. Il imprime une métrique qui s'appelle Instruction Coverage. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué, que ça, c'est le node coverage.
Ok. Maintenant, vous devez faire attention. Quand Jacobo parle d'instruction coverage, ça ne veut pas dire le statement en Java, ça veut dire des instructions JVM bytecode. Et ce n'est pas nécessairement la même chose, parce qu'en Java, un statement comme celui-ci est compilé par le compilateur en 4 instructions bytecode pour le JVM. Okay. Parce vous voyez, il y a plusieurs opérations à faire pour le JVM. Faire l'addition, lire le B, faire l'addition et écrire le résultat dans la variable A. Okay. Et le instruction coverage calculé par Jacobo compte les instructions pour le JVM. Notre métrique calculée par Jacobo, c'est le branch coverage. Et ça, c'est le edge coverage pour le if et le switch. Jacobo ne calcule pas le edge coverage pour les boucles for et les boucles while. Okay. C'est seulement pour les if et les switch. Et dans les exercices, il y a un exercice où vous devez écrire des tests pour obtenir une couverture des nœuds et des arrêts, de instruction coverage et branch coverage, et Ingenious vous montre le résultat de Jacobo. Okay. Ok, une autre chose. Est-ce que quand vous écrivez des tests, quand vous faites des tests pour tester un programme, est-ce que écrire des tests, est-ce que c'est vraiment faire de coverage test? N'oubliez pas que le coverage test ou avoir une coverage, une couverture de 100% n'est pas le but final. Okay? Faire le coverage ou les résultats calculés par Jacobo, c'est un outil pour vous qui vous aide à définir des tests. En pratique, ce que vous devez faire, c'est vous identifier le domaine des entrées d'un programme, vous divisez le domaine en sous-domaines, comme on a vu dans l'autre vidéo, vous créez des test cases, ça veut dire vous identifiez des nombres, des valeurs que choisis par les blocs, par les sous-domaines que vous avez identifiés en phase 2. Vous faites vos tests, vous exécutez par exemple votre unit test. Et la cinquième étape, c'est vérifier avec un outil ou manuellement si les tests que vous avez faits couvrent les nœuds et les arrêts dans le control flow graph. Et si vous voyez qu'il y a des tests qui manquent, vous devez réfléchir encore une fois quel est vraiment le domaine des entrées, comment je peux diviser le domaine des entrées en plusieurs blocs, plusieurs sous-domaines, et comment je peux choisir mes test values. Okay? Ça veut dire que le but n'est pas d'obtenir 100% de coverage, le but est d'utiliser le coverage comme un outil qui vous aide à définir les test cases.